Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour les enfants. Merci beaucoup d'être venus nous écouter ce matin. C'est très important pour nous d'avoir des moments d'échange comme celui-ci avec des personnes qui ne sont pas des scientifiques comme on a l'habitude de discuter avec nous, mais en tant qu'agent de la recherche publique, on est très sensible à ces moments de partage et d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas après à nous poser toutes les questions que vous le souhaitez, on y répondra avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'odeurs et de petits lapins, et c'est moi qui ouvre le bal. Donc je suis Gérard Courreau, je suis chercheur au CNRS en éthologie. Qu'est-ce que c'est que l'éthologie? C'est la science qui étudie le comportement des animaux. Et plus particulièrement, ce qui me concerne, j'étudie le développement du comportement, c'est-à-dire quels sont les comportements qui sont exprimés très tôt dans la vie de l'organisme et quels sont les éléments qui influencent ces comportements. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une sensorialité qui influence beaucoup le comportement des tout-petits et à laquelle on ne pense pas forcément de façon spontanée. On est habitué à penser aux sensorialités telles que la vision, par exemple, ou l'audition, l'acoustique, ce qui nous permet en ce moment de communiquer au travers du langage. Mais on sait qu'une sensorialité extrêmement importante pour les animaux, et ça c'est vrai dans le règne animal au sens large, c'est l'olfaction. L'olfaction, par exemple, c'est ce qui va déterminer le choix d'un lieu de vie, d'un territoire chez beaucoup d'espèces, le partage de ce lieu de vie entre les individus. C'est ce qui va aussi déterminer le choix d'un aliment, la recherche de nourriture, la capture d'une proie si on est un prédateur, l'évitement d'un prédateur si on est une proie. C'est ce qui va aussi contrôler beaucoup de comportements sociaux, l'interaction entre les congénères d'un groupe social, le choix d'un partenaire sexuel chez certaines espèces. Et puis l'olfaction, elle intervient dans une interaction sociale très singulière, très particulière, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, et très importante, cruciale pour la survie du nouveau-né, qui est l'interaction du nouveau-né avec sa maman et de la maman avec le nouveau-né. On sait en effet depuis une soixantaine d'années que les odeurs jouent un rôle crucial dans cette communication chimique entre le petit et sa maman, la maman et son petit. Ça c'est vrai chez toutes les espèces de mammifères, parce que les nouveau-nés de toutes les espèces partagent un besoin commun qui est celui d'ingérer du lait. Cette ingestion de lait, elle implique sur le plan comportemental que le petit parvienne à entrer en contact avec le corps de sa mère et qu'il parvienne sur le corps de sa mère à localiser là où les sources de lait, que peuvent être par exemple un crayon pour le petit agneau qui cherche à allaiter au contact du corps de la brebis, des tétines chez les petits porcelets ou le sein chez le bébé humain. Dans tous les cas, le besoin il est le même. Les nouveau-nés doivent parvenir à trouver ces mamelles pour pouvoir s'alimenter, survivre et grandir. Dans ce contexte, donc, au cours de l'évolution, les femelles de mammifères ont évolué des mécanismes qui leur permettent de signaliser leurs mamelles. Et côté jeunes, les petits ont évolué des mécanismes leur permettant de détecter ces signaux et d'y répondre de façon efficace pour localiser la mamelle. Et on sait depuis donc, une soixantaine d'années, donc un temps relativement court à l'échelle de l'histoire des sciences, que les odeurs jouent un rôle crucial dans cette interaction entre le petit et sa maman. On sait que très rarement, quelle est la nature chimique de ces odeurs, et plusieurs laboratoires dans le monde s'intéressent à cette question. Et puis une autre question qui est très intéressante à travailler à ce stade de la vie, c'est quand un nouveau-né répond à des odeurs émanant du corps de la maman, on peut se demander si le nouveau-né y répond parce qu'il est ce qu'on appelle prédisposé à y répondre, c'est-à-dire est-ce qu'il exprime des comportements instinctifs face à certaines odeurs, ou alors est-ce qu'il y répond parce qu'il a appris préalablement ces odeurs, et donc qu'il a appris à leur attribuer une signification jusqu'au moment où il les redécouvre au contact du corps de la maman. Et c'est typiquement ce genre d'exploration scientifique, d'investigation scientifique que nous menons auprès d'une espèce animale de grand intérêt pour nous et pour la communauté scientifique dans ce domaine, une espèce que l'on connaît bien sous nos latitudes et qui est représentée sur les différents continents du monde, qui est le lapin. Ici, vous voyez une image de petits lapins dans une portée bien au chaud à l'intérieur de leur nid. Et nous travaillons ces questions-là, notamment dans le cadre d'un projet scientifique, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, qu'on appelle le projet Néonatolf, pour olfaction néonatale, qui regroupe 4 partenaires, donc le Centre de recherche en neurosciences à Lyon, dont je suis un des représentants, le Centre des sciences du goût et de l'aliment
Et vous aurez dans quelques minutes le plaisir d'écouter Jean-Marie Edel, qui vient de cette unité de recherche, le laboratoire NutriNeuro de Bordeaux, et vous écouterez Guillaume Ferreira. Et puis on a un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un collègue américain qui travaille à la Duke University, qui s'appelle Hiroaki Matsunami, qui est un expert mondial en récepteurs olfactifs. Les récepteurs, c'est les petites structures qui sont au fond de vos narines et qui permettent en fait de détecter les molécules odorantes quand elles rentrent dans les narines et qui vont être le premier relais d'information vers le cerveau. Donc c'est un projet qui regroupe 8 chercheurs en tout, un ingénieur, une doctorante, 2 postdoctorants, 4 étudiants de master. Alors revenons à nos petits lapins. Le lapin est intéressant parce que la mère présente un comportement, exprime un comportement assez singulier. Donc à l'issue d'une gestation assez courte, à peu près 1 mois de gestation chez la lapine, celle-ci va construire un nid souterrain dans lequel elle va donner naissance à une portée de plusieurs lapros. Et chose surprenante chez cette espèce, contrairement à beaucoup de femelles de mammifères, la lapine ne va venir au contact de ces petits lapins qu'une seule fois par jour. Une seule visite par jour entièrement consacrée à l'allaitement, un allaitement très court qui dure 5 minutes au maximum. C'est-à-dire que les lapros, dès la naissance, ne disposent que de 5 minutes par 24 heures pour parvenir à localiser les tétines efficacement, à téter, à survivre et à grandir. Et cela alors qu'ils naissent relativement immatures sur le plan sensorimoteur, c'est-à-dire que notamment, ils sont complètement aveugles et sourds pendant les premiers jours de vie. Dans ce contexte, comment font-ils? Ici, vous avez par exemple une lapine en structure d'élevage qui vient allaiter ses petits, parce que ce comportement singulier de la mère, il s'exprime aussi bien chez la lapine sauvage que chez la lapine domestiquée. Eh bien, ils le font de la façon suivante. Alors, je ne sais pas si ça va se déclencher. Il faut que j'appuie sur quelque chose pour que ça se déclenche? Sur la vidéo, ok. Donc ici, vous avez une lapine qui est en train d'allaiter sa portée. Vous voyez que la maman lapine reste relativement immobile au-dessus de ses petits. Et ce sont les petits, en fait, là, ils ont 1 jour d'âge. Donc, ils sont encore quasiment nus et aveugles et sourds. Il faut qu'ils trouvent très, très vite les tétines sous le corps de cette maman, qui ne les aide pas particulièrement autrement qu'en présentant son corps à ses petits. Vous voyez qu'ils sont extrêmement actifs. Ça fait 24 heures qu'ils n'ont pas mangé, donc ils ont très faim. Et ils cherchent très, très efficacement ces tétines. Et dans les faits, là on ne le voit pas véritablement, mais ils y parviennent. C'est-à-dire que toutes les 10 ou 15 secondes, ils arrivent à détecter une tétine, à la prendre en bouche et à téter. Vous allez le voir mieux sur cette vidéo-là, qui montre ce comportement chez un lapro de 9 jours. Vous avez un petit lapin qui là est attaché une tétine, qui la lâche, qui va vers une autre tétine, qui tète un petit peu la tétine, qui prend un peu de lait, qui la relâche et qui à chaque fois exprime un petit comportement qui est marqué, composé de petits mouvements de tête et de petits mouvements de bouche, qu'on appelle le comportement de recherche de la mamelle. Et ce comportement de recherche de la mamelle que vous voyez ici, il est déclenché par des odeurs émises par la mère. Donc par des odeurs que le nez du lapro lui permet de détecter et auxquelles il peut ainsi réagir. Et c'est ce comportement notamment que nous étudions. On sait qu'il est déclenché donc par les 2 catégories d'odeurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des odeurs qui sont soit prédisposées, auxquelles le lapro répond de façon instinctive dès les premières secondes, dès les premières minutes qui suivent la naissance, et qu'il est aussi déclenché par des odeurs apprises notamment in utero, mais ce n'est pas ce que l'on évoquera aujourd'hui, et des odeurs apprises néonatalement. Alors, pour vous donner un exemple d'une odeur à laquelle le lapro répond de façon instinctive, on a identifié il y a une trentaine d'années dans le lait de lapine une phéromone qui est extrêmement réactogène. C'est une molécule qui, lorsque vous la présentez par exemple devant le nez d'un lapro avec une petite baguette de verre, c'est ce que vous allez voir ici, cette phéromone, cette molécule, elle suffit en elle-même à déclencher de façon très très forte le comportement de tétée des petits lapros. Vous voyez, on est dans un contexte là qui n'est pas du tout un contexte écologique, il n'y a pas la maman, il n'y a pas le nid, mais la simple exposition à cette odeur suffit à déclencher chez le petit lapin cette réponse caractéristique qui l'aide normalement, sous la mère, à localiser rapidement les tétines et à téter. Donc cette molécule, on l'a qualifiée de phéromone. Vous avez sans doute entendu déjà parler des phéromones, parce que c'est un signal chimique qui est chimiquement simple. En l'occurrence, ici, c'est une toute petite molécule qui s'appelle le 2-méthyldebuténal, 2M2B, qui est un signal intraspécifique, c'est-à-dire qu'elle a une signification à l'intérieur de l'espèce lapin. Cette signification-là, en tout cas, c'est le pouvoir de déclencher le comportement du nouveau-né.
C'est une molécule qui a une action sélective. N'importe quelle odeur n'a pas ce pouvoir-là, mais elle le possède et elle a le pouvoir de déclencher une réponse comportementale précise que sont ces petits mouvements de tête et ces mouvements de bouche caractéristiques de la recherche de la mamelle. Et surtout, on sait que c'est une molécule qui est active sans apprentissage préalable, c'est-à-dire que dès que le lapro naît, il est en quelque sorte génétiquement programmé à y répondre. À côté de ça, cette phéromone, cette même molécule, oui, cette phéromone, on peut aussi rappeler ici qu'elle est appelée la phéromone mammaire. Pourquoi? Parce qu'elle semble libérée d'une façon particulière au niveau de la mamelle de la lapine. Si on présente à des lapros du lait qui a été éjecté de la mamelle, eh bien ce lait, avec une petite baguette de verre, il déclenche le comportement de tétée des lapros chez un grand nombre d'entre eux. Mais par contre, si on présente à des petits lapros du lait qu'on appelle alvéolaire ou tubulaire, qui n'a pas encore transité dans la mamelle elle-même, eh bien, ces laits-là ne sont pas du tout réactogènes. Donc le lait de lapine se charge en cette phéromone en passant dans les mamelles de la lapine. C'est pour ça qu'on l'a appelée la phéromone mammaire. Alors il se trouve que cette même molécule, elle a en fait deux fonctions. Elle est capable de faire autre chose de très spectaculaire et de très notable chez le petit lapin. C'est que non seulement elle lui permet de téter en l'aidant à localiser les tétines sur le corps de la mère, mais elle l'aide aussi à apprendre très efficacement de nouvelles informations olfactives présentes dans son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous présentez à des petits lapins une nouvelle odeur, un odorant A, qu'il ne connaît pas du tout et qui n'a pas de signification biologique pour lui au départ, en présence de la phéromone mammaire, c'est-à-dire qu'il sent les deux simultanément, une seule fois pendant 5 minutes, eh bien l'odorant A, on peut faire ça par exemple avec un petit gant en coton qu'on amène imbibé du mélange odorant A plus PM au-dessus des petits lapros. Eh bien si vous faites ça, vous voyez que alors qu'à T0, initialement, l'odorant A n'a aucun pouvoir de déclenchement du comportement de tétée chez les petits lapins lorsqu'on l'amène à la baguette. 24 heures après que les lapros l'aient senti une seule fois en présence de la phéromone mammaire, cet odorant A, il a acquis une signification pour le nouveau-né. Et cet odorant A, il se met à déclencher le comportement de tétée aussi efficacement que la phéromone elle-même. C'est un apprentissage qui est très sélectif, c'est-à-dire que le lapro apprend l'odorant A parce qu'il est associé avec la phéromone mammaire, mais il ne se met pas ensuite, ultérieurement, à répondre à n'importe quelle odeur. Par exemple, si vous lui présentez l'odorant B, il n'y répond pas du tout. Il ne répond ensuite qu'à l'odorant qui a été appris par association avec la phéromone, comme si la phéromone jouait un peu une récompense qui faisait que lorsque le lapro sentait une nouvelle odeur en présence de cette odeur, de cette phéromone, ça lui faisait du bien, et donc il attribuait une signification positive à l'odeur nouvelle perçue en association avec celle-ci. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire chez ce petit lapin, et chez cette maman lapine, c'est que lorsque la lapine vient allaiter sa portée au nid, elle fait en fait bien plus que donner à manger à ces petits lapins. Elle leur amène des odeurs qu'ils sont capables d'apprendre très rapidement dans ce contexte du nid, grâce notamment à cette phéromone qui booste, qui facilite l'acquisition d'odeurs nouvelles. Ils peuvent ainsi apprendre, par exemple, des odeurs qui sont particulières de la maman, et ça va leur permettre de différencier leur maman d'une autre maman présente dans l'environnement. Ils sont aussi capables, sans doute, via ce moyen-là, d'apprendre d'autres odeurs qu'elle véhicule sur son corps, comme des odeurs présentes dans l'environnement au sens large, et qui vont les amener à acquérir de l'information sur cet environnement extérieur alors qu'ils n'y sont pas encore allés, information qu'ils détectent sous la forme de molécules odorantes. Grâce à cela, le petit lapin donc, se forme une connaissance de son environnement, une connaissance très précoce de son environnement, tout en tétant auprès de sa maman, des informations qui l'aident dans ses relations sociales ultérieures lorsqu'il sera en âge de sortir du nid, et qui l'aide sans doute aussi dans le développement de ses choix, de ses préférences alimentaires, lorsqu'il sera amené à exprimer de lui-même, de façon autonome, une prise alimentaire individuelle. Alors comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que cette phéromone particulière est capable à l'intérieur du nez du petit lapro d'amener de l'information jusqu'aux petits récepteurs qui sont situés au fond et de déclencher ainsi un signalement au niveau du cerveau? Comment est-ce que cet apprentissage il est fonctionnel chez le nouveau-né? Quel type de mémoire olfactive néonatale
Le lapro est-il ainsi capable de développer? Eh bien, vous allez voir ça chez ce fantastique petit animal avec mes 2 collègues. Et je laisse tout de suite la parole donc, pour explorer cette face cachée du nez du nouveau-né à Jean-Marie. Ok, c'est mon tour. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand j'écoute Gérard, je pourrais l'écouter pendant des heures. Et je n'avais pas forcément envie d'intervenir. Mais non, évidemment, c'est mon tour. Je vais vous parler, moi, j'espère que ça a marché. Ou est-ce que j'ai fait une mauvaise manip? Non, c'est bon. Des enzymes olfactives. Et nous avons montré dans notre laboratoire que c'était une des clés de l'olfaction. Donc je suis biochimiste, je ne suis pas éthologue comme Gérard, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la science plus expérimentale, j'allais dire plus fondamentale. Et les enzymes, c'est un peu le centre d'intérêt des biochimistes. Ce sont ces petites machines qui se trouvent à l'intérieur des cellules, ce sont des protéines, et qui sont capables de réaliser des actions biologiques. En fait, elles permettent d'augmenter la vitesse des réactions chimiques, et elles sont très intéressantes. Donc je m'intéresse à ces enzymes olfactives dans différents modèles. Le rat, par exemple, la drosophile, ces petites mouches que vous connaissez peut-être, et puis l'homme, bien entendu. Mais je dois dire que le lapro, c'est vraiment un modèle très intéressant qui nous a permis d'avancer de manière significative sur le rôle de ces enzymes olfactives. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ce modèle. Donc voilà ce petit lapro. On va aller s'intéresser à un endroit particulier de son anatomie, c'est-à-dire le nez du lapro. Et si on va un petit peu plus profond à l'intérieur du nez, on va trouver ce qu'on appelle la muqueuse olfactive. C'est quelque chose qu'on trouve chez vous, bien entendu, c'est la même chose. On est des mammifères, ça se ressemble très fortement. Alors la muqueuse olfactive, c'est ça. Vous voyez qu'il y a différents types cellulaires, je ne vais pas les décrire, mais regardez le type cellulaire qui est en bleu. Ce sont des neurones olfactifs. Et si vous descendez un petit peu, vous voyez des cils, ces espèces de petites excroissances. Et ces cils sont importants parce que c'est sur ces cils qu'on va trouver les récepteurs olfactifs. Alors, ces cils, ils baignent, je ne sais pas si le pointeur va marcher, c'est pas grave, je vais m'avancer un petit peu. Ces cils baignent dans du mucus. Le mucus, vous le connaissez, c'est ce qui sort de votre nez quand vous vous mouchez. Et les molécules odorantes arrivent dans ce mucus quand on inhale les molécules odorantes et elles viennent, sur ces cils olfactifs, se fixer sur des récepteurs olfactifs. C'est ce que vous voyez en vert. Donc la molécule odorante, ce sont les petites boules blanches qui représentent une molécule, se fixe sur le récepteur olfactif et ça déclenche un signal électrique que vous voyez ici. Et ce signal électrique va voyager le long du neurone, la cellule en bleu, pour remonter finalement le signal électrique jusqu'au cerveau. Et c'est comme ça qu'on va percevoir la molécule odorante. Donc on va de la détection de la molécule odorante au niveau du récepteur jusqu'à la perception dans le cerveau. Donc, comme je dis dans ma diapositive, la muqueuse olfactive détecte les odeurs, c'est ce que je viens de vous montrer, mais pas que. Et effectivement, à proximité des récepteurs olfactifs, on trouve des enzymes olfactives. Donc, c'est ce que j'ai schématisé par ce petit rond-là. En fait, c'est une protéine, c'est une enzyme. Et regardez ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de prendre en charge la molécule odorante qui est rentrée dans votre nez et dans le nez du lapro, et de la transformer. Ce sont des enzymes de transformation. Vous voyez que la molécule odorante est transformée en un métabolite, et vous voyez que ce métabolite n'a plus grand-chose à voir avec la molécule odorante de départ. OK, voilà, on a ces enzymes qui sont capables de faire ça. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert au niveau de l'olfaction? Eh bien, quel est leur rôle? Donc vous voyez à gauche de votre diapositive que la molécule odorante est capable d'activer un récepteur. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Mais quand la molécule odorante est transformée, elle devient inactivée et elle n'est plus capable de se fixer sur le récepteur olfactif. Donc c'est ça le rôle de ces enzymes dans notre nez, c'est qu'elles sont capables de transformer les molécules odorantes, donc de les inactiver et finalement de les éliminer. Donc elles nettoient en quelque sorte les récepteurs olfactifs et notre nez des molécules odorantes, parce qu'on ne peut pas se permettre de sentir un parfum, de sentir les arômes d'un repas, et puis que c'est finalement que ces odeurs restent dans notre nez.
Parce que si elles restent dans notre nez, elles vont saturer en quelque sorte notre nez, saturer les récepteurs, et on ne sera plus capable de sentir de nouvelles odeurs. Donc il faut un système de nettoyage de notre nez. Et ce sont ces enzymes qui ont ce rôle. Alors évidemment, j'en viens au Lapro. Le Lapro, il a, Gérard vous l'a très bien expliqué, la mère est capable d'émettre au niveau des tétines une molécule qui s'appelle la phéromone mammaire, et c'est donc une odeur, et le Lapro est capable de déclencher un comportement lorsqu'il sent cette odeur. Donc moi, je me suis, en collaboration avec Gérard, intéressé aux enzymes olfactives capables d'éliminer, capables de transformer cette phéromone mammaire. Et nous avons mis en évidence que c'était un type d'enzyme particulier qui s'appelle les glutathiotransférases, qui sont capables d'éliminer, qui sont capables de transformer la phéromone mammaire. Parce qu'il faut que vous compreniez bien, il y a des milliers de molécules odorantes dans notre environnement. Donc il faut aussi un grand nombre d'enzymes olfactives différentes. Et l'enzyme olfactive capable d'éliminer la phéromone mammaire, ce sont les glutathiotransférases. Donc ça a nécessité quelques années de recherche quand même, hein. C'est juste une diapo. Et ensuite, là, je reviens sur la diapo, parce que j'ai oublié de vous décrire, vous voyez cette phéromone mammaire, elle est bien transformée par les glutathiotransférases en un métabolite qui est inactif, nous l'avons montré. Et puis, la question qu'on se pose après, c'est souvent une question de biologiste. Quand on s'intéresse à des enzymes, et ici ce sont des enzymes olfactives, pour mieux comprendre leur fonction, la chose la plus intéressante à faire souvent, c'est de faire en sorte que ces glutathiotransférases ne fonctionnent plus. Si on les inhibe, c'est le mot scientifique, eh bien, on va essayer de voir ce que ça va avoir comme conséquence sur, en l'occurrence, le Lapro. Si ces enzymes ne fonctionnent plus, la phéromone mammaire ne va plus être transformée. Quelles conséquences ça a sur le Lapro? Alors, déjà, il faut trouver un moyen de faire en sorte que ces enzymes ne fonctionnent plus. Et regardez l'astuce. Vous avez les glutathiotransférases ici qui sont en train normalement de transformer votre phéromone mammaire. Hein, vous voyez ces petites boules blanches et rouges là. Et comment on a fait pour essayer de faire en sorte que les glutathiotransférases ne puissent plus transformer la phéromone mammaire? Eh bien, on a introduit une autre molécule odorante. Vous la voyez arriver là en blanc. C'est ce qu'on va appeler une molécule odorante compétiteur. En fait, cette molécule odorante que l'on amène en même temps que la phéromone mammaire, elle va occuper les glutathiotransférases, et donc les glutathiotransférases vont prendre en charge cette molécule odorante, la transformer, et pendant ce temps-là, les glutathiotransférases ne sont plus disponibles pour la phéromone mammaire. Donc la phéromone mammaire, elle ne va plus être transformée. Voilà le moyen que nous avons trouvé pour essayer d'inhiber ces enzymes pour la phéromone mammaire. Et donc l'hypothèse, c'est que la phéromone mammaire n'est plus transformée, et elle peut même s'accumuler, puisqu'elle n'est plus transformée. Et si elle s'accumule, elle peut peut-être activer plus de récepteurs, que vous voyez en vert là-haut, et peut-être que l'animal sentira encore mieux la phéromone mammaire. Voilà l'hypothèse que nous avions posée grâce à cette façon d'inhiber les enzymes. Mais encore faut-il le démontrer. Et là, on a utilisé le test que vous a montré Gérard tout à l'heure, le test de la baguette. Vous voyez que cette barre verte, là, ce sont 100% des animaux qui répondent à une concentration réactogène de la phéromone mammaire. Quand on leur présente sur la baguette une concentration réactogène, tous les animaux ont ce comportement stéréotypé là, où ils essaient de téter la baguette. Quand on a une concentration non réactogène sur la baguette, pas d'effet. Alors regardez ce que nous avons fait. Nous avons présenté sur la baguette une concentration non réactogène plus l'odorant compétiteur dont on a dit qu'il était capable finalement de faire en sorte d'arrêter que les glutathiotransférases transforment la phéromone mammaire. Et regardez ce que ça a donné. On a bien une concentration non réactogène. Tous les animaux ont répondu à la phéromone mammaire. Donc, il s'est passé ce que nous avions imaginé. L'odorant compétiteur inhibe les enzymes
pour la phéromone mammaire. La phéromone mammaire s'accumule, elle atteint la concentration réactogène et tous les animaux répondent. Ça, c'était une étape importante de notre travail. Ça ne peut pas être démontré avec d'autres modèles animaux que le lapro, qui a cette capacité à avoir un comportement de détection de la phéromone mammaire. Alors, évidemment, dans le projet de recherche que Gérard vous a parlé, on a continué à travailler et on s'est demandé quelles glutations transférases peuvent transformer la phéromone mammaire, parce qu'il y en a plusieurs. Vous voyez GST-alpha, GST-pi et GST-mu, il y en a plusieurs. Laquelle précisément, puisque ça c'est le travail d'un chercheur, eh bien, nous avons purifié ces enzymes. Ce sont des outils assez technologiques où nous avons fait produire ces différentes enzymes par des bactéries et on a réussi à en obtenir et on a testé leur capacité à transformer la phéromone mammaire. Et la surprise que nous avons eue, c'est que les 3 classes de glutathion transférables sont capables de transformer la phéromone mammaire. Ce n'était pas forcément attendu. Généralement, en biochimie, il y a une classe qui va transformer une molécule odorante de particulière. Là, les 3 classes sont capables de métaboliser, j'essaie de ne pas utiliser trop de termes scientifiques, de transformer la phéromone mammaire. Une question qu'un biologiste se pose toujours, où trouve-t-on ces enzymes dans les cellules? Parce que trouver où se trouvent les enzymes renseigne sur leur fonction. Donc, nous avons fait des études histologiques et vous avez ici à gauche une représentation, un dessin de cette muqueuse olfactive. Et nous avons montré que GST-alpha on trouvait GST-alpha dans ces glandes qui sécrètent le mucus. Je me déplace, ces glandes qui sécrètent le mucus. Et nous avons trouvé cette enzyme également dans le mucus lui-même. GST-pi, on l'a trouvé dans ces glandes, dans le mucus et dans les cellules à côté. Pour résumer, on les trouve partout. Donc ça, c'est également intéressant. Moi qui m'intéresse à d'autres modèles, certaines enzymes sont à un endroit donné et puis pas forcément dans toute la muqueuse. Là, ces classes se trouvent un petit peu partout. Et la dernière question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que la quantité de ces enzymes olfactives qui transforment la phéromone mammaire est-elle modulable dans les tissus olfactifs? Donc pour ça, on a fait une expérience assez simple. Nous avons exposé les petits lapros, comme vous voyez dans cette boîte-là, qui a été schématisée, avec une boule à thé. Dans la boule à thé, on met un petit peu de coton et on met la phéromone mammaire. Et nous avons exposé les animaux pendant 45 minutes à la phéromone mammaire. Et voilà ce que nous avons observé. Pour GST-pi seulement, pas pour alpha ni mu. Regardez l'animation, vous allez voir que suite à l'exposition, on a trouvé un grand nombre de ces GST-pi. Donc la quantité des enzymes a été modulée par une exposition à la phéromone mammaire. C'est assez original comme résultat, on le trouve très rarement dans la littérature au niveau olfactif. Donc, en conclusion, si on fait la somme un petit peu des choses qu'on a pu voir, on a mis en évidence que la phéromone mammaire était transformée par des enzymes qui étaient des glutathions transférases. On a montré que toutes les glutathions transférases étaient capables de le faire. On a montré que ces enzymes étaient partout, qu'il y en avait beaucoup. Donc, quel est le résultat de cette addition? C'est que le lapro nouveau-né, l'évolution a fait en sorte qu'il y ait un nettoyage optimal des récepteurs olfactifs au niveau de sa muqueuse olfactive. Pourquoi est-ce qu'il faut un nettoyage optimal? C'est pour mieux accueillir de nouvelles stimulations par la phéromone mammaire. Gérard vous l'a dit, cet animal, il doit sa survie à la perception de la phéromone mammaire. Donc en nettoyant, on perçoit, l'animal fait en sorte d'être prêt à recevoir une nouvelle stimulation très très vite. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois que vous allez sentir quelque chose, un parfum, vous allez penser à vos enzymes olfactives qui sont en train de travailler, qui vous aident à sentir mieux les odeurs. Gérard vous a parlé d'apprentissage. Évidemment, moi c'est une des perspectives de ce travail. On se demande, finalement, ces molécules odorantes qui peuvent être apprises grâce à la phéromone mammaire,
eh bien, ces molécules odorantes, qu'en est-il de leur de leur transformation par les enzymes olfactives? Ça, c'est vraiment une question que l'on se pose maintenant. Mais comme je le dis en bas de cette diapositive, ça, c'est une autre histoire. Et puis, regardez bien l'œil de votre lapin. Il vous fait un petit clin d'œil et je passe la parole à Guillaume sur l'apprentissage. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de jongler. Donc, bonjour à tous. Je suis Guillaume Ferreira. Je suis chercheur en neurobiologie. Donc, je m'intéresse au cerveau. Et je suis basé à Bordeaux. Je suis dans un institut qui travaille sur la nutrition et la neurobiologie. Et donc, un neurobiologiste, c'est quelqu'un qui s'intéresse bien sûr au cerveau. Mais moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la neurobiologie de la mémoire. Donc, en gros, quelles sont les bases cérébrales des apprentissages et de la mémoire. Et vous allez comprendre ce qui me lie avec Gérard, à part notre amitié. Et voilà. Donc, Gérard vous a présenté la phéromone dans son ensemble, indispensable à la survie, mais entre guillemets, mais pas que. Et ce qui va m'intéresser ici, moi, c'est plutôt l'autre aspect dont il vous a parlé, c'est que la phéromone permet d'apprendre. Donc, il vous l'a présenté comme ça, c'est-à-dire si vous prenez des lapos au premier jour de vie, ça, c'est la réactivité, comment ils répondent, on va dire, à la phéromone mammaire. Donc, vous avez vu dans les 2 exposés précédents, ils répondent tous à la phéromone mammaire lors du premier jour. Et si vous présentez une odeur A, qui peut être une odeur, on va dire, complètement artificielle, une odeur de fleurs, une odeur d'aliments, on va dire, je sais pas, de la banane, de la fraise, par exemple, ils répondent pas du tout. Ça n'a aucune signification biologique pour eux. Okay. Par contre, si maintenant vous associez, ce que vous a présenté Gérard tout à l'heure, cette odeur complètement neutre avec la phéromone pendant un certain temps, que vous revenez le lendemain, vous présentez cette odeur, et là, ils réagissent comme si c'était la phéromone mammaire. D'accord ? Donc, en fait, ce qui se passe très, très simplement dans ces mémoires, on va dire, associatives, c'est que cette odeur, complètement neutre, prend la valeur de la phéromone. Donc, maintenant, elle a une valeur prédictive que, en gros, si on suit cette odeur, on va avoir la même chose que ce que procurerait la phéromone. D'accord ? Et ce qui est hyper intéressant, c'est la spécificité. Ce n'est pas un truc très, très général. C'est-à-dire c'est uniquement à l'odeur qui a été associée avec la phéromone que ça marche. Si vous prenez une autre odeur B, même présentée le premier jour, le deuxième jour, ça ne marche pas plus. D'accord ? Donc, c'est une spécificité vraiment très, très forte et tout. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était, et on a fait beaucoup de choses avec Gérard, c'était de savoir si, est-ce que c'est on va dire les capacités simples et seules de ce nouveau-né, d'accord ? Ou est-ce qu'il est capable de faire des choses beaucoup plus, on va dire, complexes ? Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il n'est pas capable de faire simplement des apprentissages simples comme ça, d'accord ? Parce qu'en gros, chez les adultes, chez nous et tout, on fait beaucoup d'apprentissages, on va dire simples, d'associations simples, mais on fait énormément, toute notre vie, c'est que des apprentissages complexes, des apprentissages en chaîne, vous allez comprendre. Donc en gros, ce qu'il y a ici, c'est que quand vous associez l'odeur A à la phéromone, en gros, ce que vous avez, le petit schéma en bas, c'est que la phéromone transfère sa valeur à A, d'accord ? Donc A a pu acquérir une valeur. Et donc, la question qu'on s'est posée dans des apprentissages, par exemple, complexes, c'est que si maintenant, le lendemain, d'accord, on présente A, et maintenant on met A avec B qui n'a aucune valeur, okay, il est complètement neutre. Mais est-ce que A va être capable de transférer sa valeur à B, d'accord ? Donc c'est des sortes d'apprentissage en chaîne comme ça. Donc ça peut paraître hyper complexe et tout, on fait que ça tout le temps, d'accord ? Et voilà, mais est-ce que ça marche chez un nouveau-né ? Et en gros, donc ici, est-ce que A est capable de transférer la valeur à B ? Et en gros, ici, vous avez la réponse à A, c'est ce qu'on s'attend. A est, on va dire, associé à la phéromone, donc ils répondent à A, c'est ce que je vous ai présenté avant, il n'y a pas de souci. Mais oui, ils répondent aussi à B, si B a été directement associé à A. Et est-ce que c'est quelque chose de spécifique ou de général ? C'est hyper spécifique. Si vous présentez une odeur C qui n'a rien à voir, ils ne répondent pas. D'accord ? Donc c'est hyper important. Et encore une fois, il faut les présenter ensemble. Si vous les décalez dans le temps, ça ne marche pas. D'accord ? Donc si vous décalez B de A, ils répondent comme à C, c'est-à-dire rien. Donc c'est vraiment le fait qu'ils soient présentés ensemble qui transfère la valeur de A à B. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont capables de faire un apprentissage encore plus complexe ? D'accord ? Donc encore plus complexe, qu'est-ce qu'on va faire ? On va inverser ces 2 étapes. Je vous présente, vous allez comprendre. Vous allez présenter A et B ensemble. 0 valeur, d'accord ? Complètement neutre. Donc okay, aucune réponse à A, aucune réponse à B. Mais on les met ensemble. D'accord ? Première étape. Il ne se passe rien, bien sûr, mais on les met ensemble. Le lendemain, on présente A, et là, on la met avec la phéromone. Donc A va récupérer la valeur de la phéromone, d'accord ? Il va prendre une valeur signifiante et tout. Donc le lendemain, quand on va tester A, ok, il va répondre à A. Encore une fois, c'est exactement ce que je vous ai présenté avant. La question, c'est est-ce qu'il est capable de récupérer aussi une réponse à B
qui n'a jamais été associé avec la phéromone directement, ni même à A qui avait une valeur, il a été associé à A qui était complètement neutre, comme lui. D'accord ? Est-ce qu'ils sont capables ? Oui, ils sont capables de le faire. D'accord ? Encore une fois, c'est hyper spécifique. Si vous testez une autre odeur, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, en gros, les lapros ont été capables, d'associer A à B, sans qu'il y ait aucune signification entre les deux, d'accord ? De faire des associations, ce qu'on appelle complètement, on va dire, fortuites, d'accord ? Puis, de faire une sorte de chaîne comme ça, c'est-à-dire que B est capable de reprendre la valeur de A qu'il a prise de la phéromone mammaire. D'accord ? Donc en gros, oui, des nouveau-nés, comme le lapro, sont capables de faire des apprentissages très complexes que nous, on appelle quasiment des apprentissages de très haut niveau qu'il y a chez l'homme. Voilà. La deuxième question qu'on avait dans le projet qu'on a fait avec Gérard, c'était de savoir, en fait, est-ce qu'il pourrait y avoir des bases biologiques ou cérébrales, on va dire, différentes de ces types d'apprentissage. Et c'est ce qu'on a un petit peu élaboré chez le lapro. Donc, ce que vous a présenté Jean-Marie, c'est que les odeurs, une fois qu'elles sont captées dans le nez, elles arrivent ici. Vous avez voilà, dans l'épithélium olfactif, c'est la muqueuse olfactive, il vous en a parlé tout à l'heure. Et après, ces odeurs sont captées par les récepteurs olfactifs et vont dans le cerveau. Elles sont traitées dans le cerveau, d'accord ? Et c'est là que se passent les phénomènes associatifs. Et elles vont dans différentes structures olfactives. C'est des mots un peu barbares, mais c'est bulbe olfactif, cortex olfactif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces odeurs arrivent dans ces zones cérébrales, mais il y a des systèmes modulateurs, neuromodulateurs dans le cerveau qui vont permettre justement de faire ces associations. Et la question qu'on s'est posée, c'était de savoir est-ce que différents systèmes dont on sait chez l'adulte, par exemple, qui peuvent avoir des effets sur différents types d'apprentissage, seraient aussi importants chez le lapro. Et on s'est focalisé sur deux types de molécules, de modulateurs. Alors la noradrénaline, je pense que vous connaissez peut-être un peu l'adrénaline, la noradrénaline, c'est un peu le principe. En général, on la connaît en périphérie. Et là, c'est dans le cerveau, c'est un rôle en général très très important. Et le rôle de la noradrénaline se fait lorsqu'elle a une action sur ses récepteurs, ce qu'on appelle les récepteurs noradrénergiques. De la même chose que ce que vous a présenté Jean-Marie sur les odeurs et les récepteurs olfactifs. En gros, il faut une clé, une serrure. C'est un peu, c'est très très schématique, mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche aussi comme ça dans le cerveau. Et un autre système, les endocannabinoïdes, qui utilisent des récepteurs, qu'on appelle les récepteurs cannabinoïdes. Donc vous le connaissez parce que vous connaissez le cannabis, vous en avez entendu parler. Donc en gros, le cannabis a ses effets, on va dire, psychotropes et tout sur le cerveau parce qu'il a des récepteurs, mais on n'a pas des récepteurs que pour le cannabis, on a des récepteurs parce qu'il y a un système, on va dire, endogène qui est un peu similaire, on va dire, au système exogène qu'est le cannabis, c'est les endocannabinoïdes. Et eux aussi ont des fonctions régulatrices sur la mémoire importantes, encore une fois, chez l'adulte. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que chez le lapro, ces systèmes du cerveau modulateur pourraient être différemment impliqués. Donc la première expérience qu'on a fait, c'est on a regardé l'apprentissage simple, d'accord ? Vous mettez une odeur neutre au départ, A en l'occurrence, vous l'associez à la phéromone mammaire, le lendemain, vous voyez une réponse très forte à A. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bloquer, bon ici je ne sais pas si vous voyez bien, on bloque en gros ce système noradrénergique lors de l'association entre l'odeur A et la phéromone. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Aucune réponse à l'odeur A. Donc on a fait plein de contrôles pour vérifier que ce n'était pas un problème perceptif. Ce n'est pas du tout un problème perceptif, c'est un problème associatif. Donc on bloque l'association. D'accord ? Ce qui est aussi intéressant, c'est que si maintenant vous bloquez l'autre système, par exemple endocannabinoïde, vous bloquez complètement, aucun effet. D'accord ? Les animaux, le lendemain, ils répondent à l'odeur A. Donc là, ça montre une sorte de dissociation. Il y a un système dans le cerveau qui est hyper impliqué dans ces apprentissages simples, d'accord ? Et pas l'autre. La question maintenant, c'est si on va sur les apprentissages complexes, est-ce que c'est la même chose ? Et donc, en gros, ce qu'on a fait, encore une fois, vous présentez l'odeur A et l'odeur B ensemble, aucune signification, complètement neutre, et tout, on les associe tous les deux, d'accord ? Et le lendemain, il y a l'apprentissage que je vous ai présenté, très simple. Donc là, on est sur une forme en chaîne un peu complexe, et on va bloquer pendant l'odeur A et l'odeur B, d'accord ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Si on bloque le système de la noradrénaline, qui tout à l'heure bloquait l'apprentissage simple, il n'y a aucun effet là, aucun effet. Et maintenant, si on bloque le système cannabinoïde, qui n'avait aucun effet tout à l'heure, là, il bloque complètement cette association-là. Donc ce système est impliqué dans des apprentissages complexes, et pas dans des apprentissages simples, mais l'autre est impliqué dans les apprentissages simples. D'accord ? Donc une complète dissociation des systèmes neuromodulateurs et tout. Donc ça, entre guillemets, c'est très, on va dire, expérimental, ça vous montre comment ça marche, mais tout ça, c'est simplement pour conclure et pour dire qu'il existe des systèmes cérébraux complémentaires qui permettent des apprentissages olfactifs qui peuvent être simples ou complexes, chez le lapro. Et tout ça, pour le remettre dans un contexte, on va dire, assez général, pour permettre au lapro, si vous voulez,
dans un système hyper, on va dire, complexe olfactif, d'accord, où il y a plein d'odeurs dans tous les sens, d'arriver à extirper, à prendre des informations qui sont réellement pertinentes et tout, pour favoriser, encore une fois, sa survie et son adaptabilité à l'environnement complexe dans lequel il est. Donc voilà, c'est le super né du nouveau-né. Juste pour conclure, je pense que Gérard veut dire un ou deux petits mots. Merci. Merci Guillaume, merci Jean-Marie. Oui, effectivement, on va peut-être y revenir après dans les échanges que nous allons avoir avec vous, avec grand plaisir. Juste pour conclure en disant, vous l'avez vu que cet animal, ce nouveau-né, a des capacités assez extraordinaires sur le plan sensoriel, sa capacité à appréhender, à répondre à des odeurs, qu'il est capable aussi de choses extraordinaires sur le plan moléculaire, biochimique dans son nez, qu'il est capable de choses spectaculaires au niveau de la mémoire. Il faut resituer ça dans un contexte scientifique qui est que, encore au milieu du siècle dernier, dans les années 50, on ignorait complètement tout ça. Pas que chez le lapin, d'une façon générale chez les mammifères. On considérait même que le bébé humain, par exemple, à la naissance, était une espèce de larve, et que en fait, ses connaissances, ses compétences n'allaient se développer que dans les mois, dans les années qui allaient suivre. Et en fait, c'est grâce à des travaux effectués chez l'animal, ici on a parlé du lapin, mais on pourrait parler des rongeurs, on pourrait aussi parler des ongulés, des travaux princeps qui ont été faits chez l'agneau, par exemple, et chez la brebis, qui ont montré que dans cette période de vie néonatale, il y avait quelque chose de singulier qui se passait entre la mère et le petit et la mère, et que le petit présentait des capacités extrêmement fortes de perception de son environnement. Et ça a enclenché, sur le plan scientifique, une boucle de recherche qui nous amène encore aujourd'hui à travailler, nous et d'autres personnes dans le monde, sur ce sujet, et à acquérir de la connaissance sur une sensorialité qu'on ignorait complètement, ou largement, jusqu'au milieu du siècle dernier. La deuxième chose que je voudrais dire pour conclure, c'est que ces travaux que l'on vous présente là, donc vous voyez, ils ont un enjeu en termes de recherche fondamentale pour essayer d'acquérir de la connaissance sur des mécanismes biologiques qui supportent ici des comportements. Et nous pouvons le faire grâce à une approche, vous avez vu, pluridisciplinaire, pluriéchelle, plurimodèle, pluritechnologique. On va dans ce travail de la protéomique jusqu'à de la biochimie, de la neurobiologie, de la neurophysiologie, et du comportement, de l'éthologie. Et ce travail aussi, il a un enjeu appliqué, c'est-à-dire que ce petit animal, ce modèle animal qu'on utilise pour de l'acquisition de connaissances expérimentales fondamentales, il l'amène aussi à réfléchir à ce qui se passe pour le petit lapin à son niveau de vie à lui. Et il peut avoir un enjeu, ce travail que nous menons, pour l'élevage de lapins lui-même. L'élevage de lapins, c'est un élevage qui est encore opérationnel aujourd'hui, qui existe, qui fait travailler des gens en France, partout en Europe et partout dans le monde. Et souvent, les éleveurs sont confrontés à des problèmes de mortalité néonatale, parce que chez le petit lapin, comme vous l'avez vu, il n'est pas rare qu'il y ait beaucoup plus d'individus dans une portée que la mère ne dispose de tétines sur son corps. Et ça engendre parfois une mortalité forte chez les petits lapins à la naissance, et l'éleveur se retrouve confronté à une situation de souffrance par rapport à ces petits qu'il ne sait pas aider à mieux survivre. Et grâce à la connaissance de ces mécanismes olfactifs, eh bien, on peut espérer un jour aussi développer des outils qui permettront aux éleveurs d'optimiser le bien-être de leurs animaux. Donc on réfléchit grâce à ce travail-là à la fois à des approches très fondamentales et aussi très appliquées qui sont utiles à l'espèce lapin en tant que telle, mais aux mammifères et à notre connaissance du comportement néonatal au sens large, toute espèce confondue, y compris l'espèce humaine.